5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Its velocity is cut by 800 feet a second, working more directly against gravity than science. Reaching over 23,000 miles an hour, it carries to nearly 80,000 miles, 30 times as far as ever before. Bonjour Ty Chris, merci de nous rejoindre. Bonjour, bonjour. Tu es champion du monde de roller, tu es aussi entrepreneur, tu es l'homme aux 1000 vies, je crois qu'on peut dire ça comme ça. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. T'espères encore qu'il y a plein de choses parce qu'effectivement, t'aimes bien rebondir. T'es vraiment le mec, j'ai envie de dire, qui aime bien faire le all-in à tout moment de sa carrière. Exactement, qui prend en tout cas des risques pour aller au bout de mes rêves. Voilà, et les rêves, il y en a beaucoup, tu vas nous raconter tout ça et je veux juste vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur slido.com avec le hashtag LabPostal parce que je suis sûre que vous allez avoir plein de questions. On se retrouve tout à l'heure. J'espère, merci. Bon, en tout cas, voilà, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Vous allez voir, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et c'est une aventure avec... il y a une partie sur mon éducation, une partie sur ma carrière sportive, une partie sur ma carrière d'entrepreneur. Alors, on va juste mettre les slides derrière. J'espère qu'ils arrivent à les brancher. Alors, attends, oh là là. Non. Attendez. C'est... Non, je cherche la bonne présentation, c'est pas celle-là. Ça commence pas par ça. Et sûrement aller chercher ces rollers pour partir très loin, vu qu'apparemment les slides ne correspondaient pas. Mais je pense qu'on va changer les slides et il va vous parler de tout ça. Et effectivement, moi j'ai vu sa petite bio bien longue en fait, parce que je ne devrais pas dire petite bio. Si vous allez sur son site, je vous la recommande parce que c'est assez marrant de voir qu'à tout moment de son parcours, c'est à ce moment-là qu'il s'est réinventé. À chaque fois qu'il a eu une grosse difficulté, il va vous en parler tout à l'heure, notamment des accidents, et il a rebondi, et il a recommencé, et il s'est monté un nouveau projet. Donc vraiment, à la fois sur le côté sportif, mais aussi du côté des entrepreneurs. Et si on a placé Ty Chris aujourd'hui, maintenant, à cette heure-ci, c'est que vous allez voir, il va aussi vous parler de monter sa start-up, parce qu'il est lui aussi e-resident. Il est aussi en Estonie. Donc c'est intéressant pour vous de voir que l'on peut être un sportif, un entrepreneur et peut-être encore des questions sur et on règle les problèmes à la dernière seconde, mais c'est pas grave, c'était de ma faute. Mais comme tu es sportif, tu es allé hyper vite, donc tout va bien. Je reprends la zapette et c'est parti. C'est bon, non, parce qu'à partir du moment où je raconte une histoire, il faut qu'elle soit du début. Et justement, en partant d'une histoire, il y a des proverbes que j'essaye de me souvenir tous les jours, on les connaît tous. 7 fois à terre, 8 fois debout, moi qui ai été opéré 7 fois. Il y a un proverbe aussi qui me colle bien à la peau, c'est la chance. Plus je travaille, plus elle me sourit. Et vous allez voir dans ce que je vais vous raconter, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, mais quel travail pour arriver à ça. Et il y en avait un, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, ou celui par exemple demande, et là, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et vous allez voir que je suis en train de gagner sur l'aventure d'entrepreneur, mais même si j'avais perdu, quoi qu'il arrive, j'aurais appris. Désolé, je suis un peu essoufflé, le fait d'avoir couru. Alors, avant même de démarrer, j'aimerais faire une petite aparté sur mon éducation et sur mes parents, parce qu'ils ont fait un pari dans la vie, ils ont décidé de ne jamais me scolariser. Alors quand je dis jamais, c'est jamais même pas une journée en maternelle. Alors je ne suis pas du tout contre l'école, c'est une chance de pouvoir aller à l'école, mais eux, ils partaient du principe qu'il faut faire avant tout les choses avec passion. Et malgré que je n'avais pas de diplôme, pas d'expérience dans les affaires, on n'avait pas spécialement d'argent, on est arrivé en France quand j'avais 5 ans, etc. Donc j'avais aucune chance finalement pour réussir dans la vie, mais ils avaient une vision de la vie sans barrière. C'est-à-dire qu'ils se disaient, on croit en toi, on te fait confiance, et va au bout de tes rêves et tout est possible. Donc finalement, malgré que j'avais aucun bagage à la base, j'avais aucune peur de la vie, aucune barrière et surtout beaucoup de rêves. Et donc en étant gamin, j'ai commencé à toucher à tous les sports inimaginables
Et j'ai fait du tennis, du piano, j'étais même professionnel de magie pendant quelques années. Et j'ai fait du roller avec mon frère au pied de la Tour Eiffel à l'âge de 5 ans. Et en grandissant, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de devenir champion de roller. Et eux, malgré qu'on n'avait pas d'argent, qu'ils n'avaient aucune peur du lendemain, ils me disaient, si c'est vraiment ta passion, fonce, on croit en toi. Et donc j'ai commencé à m'entraîner. Et heureusement, la mode du roller en ligne a commencé à exploser en Europe. Et donc grâce à ça, je me suis retrouvé sponsorisé, à voyager, à faire des compétitions un peu partout et à être comme ça pendant 15 ans champion de roller. Alors justement, on va regarder la petite vidéo, regardez. Voilà, du coup, je me suis retrouvé tous les week-ends à parcourir le monde, à vivre de ma passion. Donc, j'étais sponsorisé et je vivais de ma passion. C'était super, mais comme vous l'avez compris, c'était un sport à risque. Donc, j'ai été opéré des genoux 3 fois, des épaules 2 fois, des poignets 2 fois, la hanche cassée, les cervicales presque 3 fois, les côtes cassées, les doigts cassés, ici ouvert 3 fois, le nez 3 fois. Bref, c'était à chaque fois devant de la scène, dans les spectacles et à l'hôpital. Et il y a une année où finalement, j'ai pas eu de chance parce que j'ai eu l'épaule et le genou pété, et donc c'était des grosses opérations, et donc je me suis retrouvé à l'hôpital, et j'ai dit à mes sponsors, s'il vous plaît, n'arrêtez pas les contrats, puisque je ne vivais que grâce à ces contrats. Je leur ai dit, je reviens au top dans 1 an. Ils m'ont dit, aucun problème, et il faut vraiment que tu reviennes au top, parce que sinon, on ne va pas continuer à te payer pour rien. Je fais ma rééducation pendant 1 an comme il faut, j'arrive à revenir au top, et malheureusement, 4 jours après, je me recasse l'autre jambe, les ligaments croisés, et donc reparti pour 1 an, éducation pendant 6 mois, etc., et rééducation pendant 6 mois, etc. Et donc là, mes sponsors m'ont dit, on t'a attendu 1 an, on va pas attendre 2 ans, et donc ils arrêtent le contrat. Donc je me retrouve sur mon lit d'hôpital, démoralisé à 600 km de Paris, en me disant, bon ben, t'as rien foutu la première année à part la rééducation, maintenant t'as à nouveau 1 an devant toi, t'as pas d'argent de côté, en plus j'avais la responsabilité familiale puisque j'aide mes parents maintenant depuis plus de 20 ans. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je crée une boîte où je vende mon image. Et donc j'ai commencé à me dire, peut-être je vais créer une marque de fringues. Après, c'est la première chose auquel pensent les sportifs, mais je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Après, je me suis dit, je peux peut-être vendre mon image pour des gammes de papeterie pour les enfants. Vous savez, quand vous allez à Carrefour et vous achetez des agendas, des cahiers, je me suis dit, je peux peut-être vendre mon image et que mon image soit sur les agendas, Clairefontaine, etc. Et donc, j'appelle des sociétés comme Clairefontaine sur mon lit d'hôpital. Clairement, on me raccroche au nez, en gros on me dit si vous aviez été footballeur ou tennisman peut-être, mais à l'époque je n'avais pas fait toutes les émissions, en tout cas je n'étais pas connu comme aujourd'hui, et donc ils me raccrochent au nez et ils me disent non. Mais puisque j'ai cette vision sans barrière, je me dis plus c'est comme ça, moi j'y crois, je vais directement appeler Carrefour et essayer de les convaincre directement. Donc j'arrive à avoir le numéro de la centrale Carrefour sur mon lit d'hôpital, j'arrive à convaincre la réceptionniste de passer l'acheteur du rayon papeterie au téléphone. Et je lui prends la tête en lui disant, voilà, je suis le champion du monde de roller, j'aimerais vous présenter une collection à mon effigie. Le mec était quand même amusé, parce que normalement, il y a des interlocuteurs, des managers, des agents, des fournisseurs. Et là, je squeeze tout le monde et je l'appelle. Il me dit, pourquoi pas, mais dans 20 jours, il faut nous présenter toute la collection. Prenons rendez-vous. Je lui dis, OK, prends rendez-vous. Alors, imaginez, déjà, j'y connais rien. En plus, je ne peux même pas marcher, je viens de me faire opérer, je n'ai pas de design, je n'ai pas d'usine, rien, mais j'ai cet espoir 20 jours après. Donc clairement, pendant les 20 jours, j'arrête de dormir, j'appelle des copains à distance qui essayent de m'expliquer comment on utilise Photoshop la nuit pour essayer de faire du design sur un ordinateur qui ramait, je ne vous dis pas. Très vite, je sors de l'hôpital avec mes béquilles pour essayer de visiter des usines, mais je me rends compte que je n'arriverai jamais à fabriquer à temps les produits. Donc qu'est-ce que je fais ? Il faut avoir de l'imagination. Et donc, je vais à Carrefour, j'achète des cahiers, des agendas, etc. Et j'achète une imprimante A3, de la colle et un ciseau. Et les designs que je faisais la nuit, je les colle proprement au-dessus des agendas pour donner l'illusion que ce sont des prototypes. Et je me retrouve 20 jours après, heureusement que j'avais fait de la magie, donc j'arrivais à garder l'attention et que le mec ne voit pas que je boite. Je cache les béquilles et j'arrive à convaincre, première année, Carrefour et Casino à avoir 350 000 € de commandes sans retour d'invendu. Donc c'était génial, génialissime. Donc je me retrouve avec
avec tous les produits, comme ça, les agendas, les cahiers, etc. Mais très vite, je me dis, si ça ne se vend pas, bon, c'est super, j'ai fait une première année, mais l'année d'après, ça va s'arrêter. Donc il faut que je trouve une autre image d'un sportif plus connu. Et donc j'arrive à convaincre l'agenda de le manager de Tony Parker, et j'arrive à convaincre Tony Parker en année 2. Et comme ça, au bout de 3 ans, j'arrive avec l'image de Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Mahé, Nintendo, on dépasse le 1 million d'euros, on fait plus de 500 000 produits en France, etc. Et donc la société a commencé à grandir. Après, j'ai fait quelques erreurs et je n'ai pas su gérer la croissance. Et avec la crise de 2008, la société malheureusement a fermé. Mais ce n'était pas très grave. J'ai en tout cas eu une expérience d'entrepreneur et de un petit peu créer une marque et une image. Et donc quand je suis revenu dans mon sport, je me suis dit, tout ce que j'ai appris là, comment je peux le mettre dans mon sport pour toucher le grand public? Parce que je voyais bien par rapport aux footballeurs ou aux tennisman, même si on était champion du monde, eux et moi, moi j'étais que le mec en roller et donc je n'avais pas les médias ou quoi que ce soit. Je me suis dit, il faut que je trouve une idée. Donc l'idée que j'ai trouvée, regardez, c'est de me dire, je vais faire un saut en longueur par-dessus la Seine, juste devant Notre-Dame. Là, ce n'était pas une histoire d'un saut de 30 mètres de long, c'était l'histoire de sauter par-dessus la Seine, et la Seine, symboliquement, tout le monde connaît la Seine dans le monde, donc je savais que j'avais trouvé l'astuce marketing pour toucher le grand public, toucher les grands médias. Et j'ai la chance, surtout grâce à mon éducation, de ne voir que les solutions et jamais les problèmes, et voir toujours les choses avec optimisme. Donc en fait, je me dis, pas de problème, c'est possible, donc j'arrive à convaincre une équipe, je paye des ingénieurs pour faire un dossier d'instruction pendant 6 mois en travail, etc. Et je présente tout ça à la mairie de Paris. Et bon, la mairie de Paris me dit, monsieur Chris, vous êtes bien gentil, mais non, quoi. Parce qu'il fallait fermer la Seine pour les péniches, la rive gauche pour les voitures, il y avait un truc de gaz qui pouvait faire tout sauter, etc. Bref, c'était compliqué. Mais à chaque fois qu'il me ferme la porte, moi je rentre par la fenêtre avec un sourire en me disant, attendez, j'ai peut-être une autre idée, j'essaye de ne pas lâcher le rêve. Et donc, je leur dis, à Paris est grand, il y a plein d'autres monuments, peut-être je pourrais faire un record ailleurs. Et donc, les institutions me disent, va vers la Tour Eiffel, peut-être là-bas c'est possible. Mais c'était clairement un discours en quelque sorte de politique, c'est-à-dire, ok, tu vas reprendre 6 mois et au bout d'un moment tu vas abandonner, sauf que moi je ne peux pas abandonner et je vais vraiment jusqu'au bout, donc je repars auprès de la Tour Eiffel et quand ils me disent peut-être là-bas c'est possible, moi j'entends même pas le peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je fonce à la Tour Eiffel, je m'entoure à nouveau d'une équipe, on imagine un énorme événement au pied de la Tour Eiffel avec une rampe géante sur l'herbe, un village, etc. Et je me rends compte, ça va coûter 1 million d'euros. Alors bon, évidemment, je n'avais pas l'argent, mais puisque j'avais appris à faire du design la nuit, je fais des designs en gros plans sur les structures et je présente ça à des sponsors et les sponsors me disent, si tu as la Tour Eiffel et tu as nos logos en gros sur les structures, on te donne l'argent. Donc très fièrement, je vais à la mairie de Paris, j'imprime des trucs A3 gigantesques en disant voilà, il y aura des logos comme ça va être comme ci. Et donc la France, le gouvernement me dit écoutez monsieur Chris, en France il y a des lois et il est interdit d'afficher le moindre logo à côté d'un monument historique. Et clairement, vous l'avez compris, la Tour Eiffel c'est un monument historique. Je leur dis mais attendez, c'est fou ce que vous me dites. Vous êtes en train de me dire que je ne peux pas afficher de logo. Alors comment voulez-vous que je paye l'événement à 1 million d'euros? Ils me disent, c'est pas notre problème, c'est la loi. Donc je prends le texte de loi et je lis et c'est vrai que c'était marqué. Par contre, vous allez voir que avec beaucoup d'imagination, quand on cherche, il y a toujours des solutions. Donc c'était marqué que sur les structures, je n'avais pas le droit de mettre des logos. Mais ce n'était pas marqué sur mon t-shirt que je n'avais pas le droit. Et alors après, 1 million d'euros pour un petit logo sur un t-shirt, c'est cher payé, vous voyez. Et je me suis dit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un show télé live. Je vais interdire tous les télés du monde entier de filmer. Et puisque je vais faire une émission télé en direct, je vais m'assurer que mes caméramans filment en gros plan le logo suffisamment longtemps à la télé. Et mieux que ça, dans le texte de loi, c'était marqué sur les structures physiques. Ce n'était pas marqué que virtuellement, à la télé, je n'avais pas le droit de mettre des logos sur les structures. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'incruste en 3D des logos partout sur les structures. Donc à la télé, il y a des logos, mais sur site, il n'y a pas de logo. Vous voyez? Et donc, comme ça, avec une imagination... Merci. Donc comme ça, avec une imagination de dingue, j'arrive à trouver l'astuce pour rester dans la loi. Sauf que l'autorisation ne vient pas, et le maire de Paris me répond par une lettre officielle, et il me dit, je suis désolé, non, ce n'est pas possible.
Et donc, il m'écrit la lettre et il m'explique pourquoi c'est pas possible. Donc, en gros, il me dit, tu peux pas toucher l'herbe du champ de Mars. C'était compliqué. Johnny avait explosé l'herbe. Ça coûtait 200 000 euros pour le refaire. Mais même en les payant, je pouvais pas le refaire. Je pouvais rien mettre sous la tour Eiffel. Et donc, ça, en gros, c'était l'excuse officielle. Et donc, je me retrouve dans une situation où tout le monde, en quelque sorte, abandonne parce que tout le monde se dit, en tournant rond, on n'aura jamais l'autorisation, mais moi je refuse d'abandonner, et donc je vais au pied de la tour Eiffel avec dans une main la lettre du maire de Paris et dans l'autre main le dossier d'instruction, et je me dis donc, je ne peux rien mettre sous la tour Eiffel, je ne peux pas toucher de l'herbe, donc j'ai encore entre le début de l'herbe et le début de la tour Eiffel. Et donc l'ancienne idée, c'était celle-là, de faire un saut en longueur sur l'herbe, et je me dis donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la rampe juste avant l'herbe, et je vais sauter de la tour Eiffel dans la rampe. Alors, c'est beaucoup plus dangereux. En plus, je me rends bien compte qu'au bas de la tour Eiffel, en bas de la rampe, j'arrive à 100 km/h et j'ai 11 mètres pour m'arrêter de 100 km/h à zéro jusqu'au début de l'herbe. Et je ne sais pas du tout comment on s'arrête en 11 mètres de 100 km/h à zéro. Mais je me dis, si la mairie ne me pose pas la question, je ne vais pas leur dire que c'est difficile. Et je trouverai la solution après. Et donc, le problème, c'est que j'avais plus d'argent et plus d'ingénieurs pour refaire les dossiers d'instruction, mais j'avais payé ce dossier de 100 pages. Et donc, je me retrouve comme dans les gammes de papeterie, à passer mes nuits blanches, à appeler d'autres copains qui m'expliquent comment on fait les plans 3D. Et là, je rends le gouvernement totalement dingue parce que je leur fais un dossier d'instruction avec des beaux designs et des belles idées, avec toutes les solutions à leurs problèmes. Par exemple, ils me disent, on ne peut pas fermer la route en bas. Bah, très bien, je fais un pont et les voitures peuvent passer en dessous. Ils me disent, tu ne peux rien accrocher à la tour Eiffel. Il y a des lois en France, tu veux sauter de la tour Eiffel, tu ne peux pas y mettre une structure. Je leur dis, mais attendez, c'est compliqué. Comment voulez-vous que je saute de la tour Eiffel si je ne peux rien y accrocher? Ils me disent, c'est la loi, il n'y a aucune assurance au monde qui va assurer la tour Eiffel. Imaginez que votre structure fasse tomber la tour Eiffel, vous voyez? C'est pas possible. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais monter 2 bras métalliques qui font monter une nacelle qui s'arrête à 20 cm de la tour Eiffel pour donner l'illusion que cette nacelle y est accrochée. Mais en réalité, c'est comme un mât de bateau. Etc., etc. Et en parallèle de ça, la journée, je le passe au pied de la mairie de Paris à essayer de voir tous les gens à qui j'ai envoyé des mails, à qui j'ai essayé d'appeler pour obtenir une réunion avec le maire de Paris. Et au bout d'un moment, le maire de Paris craque et je me retrouve donc en tête-à-tête avec Bertrand Delanoë dans son bureau. Et donc, quand j'arrive dans son bureau, ses équipes techniques lui ont fait une note juste avant en lui disant « Bon, en gros, il a trouvé les solutions à tous nos problèmes. Donc, c'est possible à faire. » Et donc Bertrand me dit, écoute, visiblement c'est possible, mais si tu veux que je te donne l'autorisation, tu dois me prouver qu'il ne t'arrivera rien. Et je me mets à sa place, il a tout à fait raison. S'il signe en bas de la page et que je me tue en direct, c'est sa responsabilité en quelque sorte. Et donc je ne savais pas comment faire, on était avant l'été, je lui dis, écoute, je ne sais pas, mais je vais trouver une solution. Et donc tout l'été, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la même rampe sur un terrain vague. Je vais répéter le saut 500 fois tous les mois, le filmer et envoyer la cassette vidéo au maire de Paris. Si le maire de Paris, il voit sur son bureau une cassette vidéo où il voit 500 fois le même saut pendant des mois, au bout d'un certain moment, il va se dire c'est bon, il maîtrise. Vous voyez ? Donc j'ai trouvé avec cette technique l'astuce pour avoir l'autorisation impossible. Et donc c'était le 29, si je me rappelle bien, octobre ou quelque chose comme ça, où j'ai, voilà, 19 novembre, où j'ai eu enfin l'autorisation impossible de sauter de la tour Eiffel. Et au-delà de l'aspect technique, parce que là je vous ai raconté l'aspect technique, mais ce qui fait vraiment la différence, ce qui a fait la différence sur les gammes de papeterie, ce qui a fait la différence à la tour Eiffel, c'est que j'ai réussi un par un à mettre à bord tous les gens de mon rêve, de mon train, c'est-à-dire que ce soit de l'assistance, de l'ingénieur technique, etc., j'ai réussi à les toucher émotionnellement, à leur dire qu'en me donnant cette autorisation, j'allais faire rayonner la France dans le monde avec un événement comme ça pour donner incroyable, etc. Et donc j'ai réussi à faire accepter quelque chose normalement d'inacceptable. Alors, même si j'avais l'autorisation, après il fallait le fric. Donc je rappelle le sponsor, c'était SFR à l'époque, et SFR me dit, ok, le seul problème c'est qu'on a prévu de donner le budget à la Coupe du Monde de foot. Donc si tu veux avoir ton budget, ben, il faut que la France perde et ne se qualifie pas. Et donc vous vous rappelez le match où Thierry Henry avait à l'époque mis la main, vous vous rappelez de ce match-là? Ben voilà, j'étais devant ma télé à espérer que la France perde.
Et donc le lendemain, je perds mon budget parce que voilà, la France est qualifiée comme ça. Donc je me retrouve dans une course contre la montre parce que si j'ai pas l'argent, je peux pas fabriquer la rampe d'entraînement, etc. C'est le cercle infernal. Et je me rends compte que j'arriverai jamais à trouver autant d'argent. Donc, il faut que je trouve une solution extrême. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place quand vous avez un événement qui coûte 1 million d'euros et que vous en trouvez beaucoup moins? Alors, sûrement, et c'est pour ça que j'ai commencé avec mon éducation, c'est que le fait de voir la vie d'une façon un peu inhabituelle, eh ben, j'ose essayer des choses inhabituelles. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir tous les fournisseurs et je leur ai dit, faites-moi gratuit. Eh ben, je vous assure, ça a marché. Un par un, j'ai fait des coupes de 80 000, 50 000, 30 000. Alors les gens qui ont travaillé sur l'événement ont été payés, mais j'ai réussi pareil à mettre à bord de mon train chacun des fournisseurs en leur disant de toute façon, si vous ne m'aidez pas, ça ne se fera jamais. Et si vous m'aidez, je le dirai dans les médias, etc., etc. Et donc petit à petit, j'ai réduit le budget de l'événement en économisant des sommes incroyables. Mais à la fin, ça ne suffisait pas et il manquait encore 150 000 euros. Et j'avais heureusement un sponsor qui me payait cette somme. C'était tout ce qui me restait 1 an et demi après. C'était le seul argent finalement qui me restait. Et donc je me suis dit, de toute façon, un rêve n'a pas de prix. Donc j'ai appelé le sponsor. J'ai dit, vous avez mon image gratuite pour les prochaines années, mais s'il vous plaît, donnez-moi l'argent maintenant pour l'événement. Donc j'ai clairement perdu 150 000 euros pour le faire. Mais voilà, comme on dit, un rêve n'a pas de prix. Et donc là, les vrais ingénieurs ont commencé à construire l'événement. Ils ont commencé à travailler sur cette rampe géante. Alors de voir une rampe de 30 mètres de haut sur un design 3D, c'est quelque chose, mais de le voir en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, petite parenthèse non négligeable, les 2000 sauts que je devais faire au maire de Paris sur la rampe d'entraînement, bah finalement, je n'ai pas pu les faire. Parce que je n'avais pas l'argent et le temps pour le faire. Donc j'ai dû trouver une autre solution pour convaincre le maire de Paris de quand même me laisser le faire sans les 2000 sauts d'entraînement. Et je lui ai dit que j'allais faire 2000 sauts à l'élastique, ce que j'ai fait. Mais clairement, ce n'est pas pareil. Mais ils ont accepté. Donc finalement, le jour J, je ne l'avais jamais fait. Le jour J, j'arrive au pied de la Tour Eiffel sur cette rampe qui fait 30 mètres de haut. Et quand je suis monté, rien que sur le bord de la rampe, je n'arrivais même pas à être debout sur le bord. Parce que 30 mètres, c'est que vous imaginez ce que c'est. Avec le vent, etc., j'étais allongé, il fallait en plus que je saute 10 mètres au-dessus. Je me suis dit, comment je vais faire? Et en plus, le lendemain, je vois que 100 000 personnes viennent au pied de la rampe. Donc la pression, elle est réelle. Alors, je n'ai pas touché l'herbe, comme vous avez vu. Et il y a le dernier problème qui n'était pas négligeable, c'est qu'il fallait que j'apprenne à freiner de 100 km/h à 0 à 11 mètres. Et donc, j'essaye sur un terrain vague avec un airbag, etc. Ça marche à moitié. Et la veille au soir, je me retrouve à l'hôpital à 2 doigts de me casser la jambe dans le freinage de cet airbag. Donc, finalement, on met l'airbag plus loin, je mets un marquage, je me laisse tomber pour essayer de freiner, etc. Ça gâchait un peu le saut, mais au moins, c'était un peu plus de la sécurité. Et donc, je me retrouve le lendemain, après avoir passé la nuit à l'hôpital, sur cette nacelle qui tangue avec le vent comme un mât de bateau, à 40 mètres de haut. Et on peut être préparé autant qu'on veut, on a les jambes qui tremblent. Vraiment, c'est un saut à l'élastique, sauf que là, il n'y a plus d'élastique. Vous voyez. Et donc, comment on fait pour arriver à manipuler son cerveau? Donc, en fait, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, de toute façon, Taïg, tu vas sauter. Tu n'as pas fait tout ça pour te dégonfler devant 100 000 personnes, tu as mis toutes tes économies, etc. Donc, finalement, au point où tu en es, que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur, le résultat va être le même. Donc, au point où tu en es, autant ne pas avoir peur. Vous voyez, ça dépasse la logique. Après, je me suis dit, qu'est-ce qui peut normalement t'arriver? Normalement, tu ne devrais pas mourir. Mais par contre, un bras et une jambe cassée, tu as de très, très, très fortes chances que ça arrive. Et je me suis dit, tu as eu ça tellement de fois, tu connais le processus, c'est pas très grave. Donc, j'ai dédramatisé la peur de l'accident. Et le troisième truc, je me suis dit, quand même, c'est pas tous les jours qu'on peut en quelque sorte se prendre un peu pour Superman, vous voyez. En tout cas, toucher la Tour Eiffel dans une main, avoir un micro pour parler à tout le monde, sauter comme ça dans les airs. Donc je me suis dit, ne gâche pas ça avec la peur. Et le fait de m'être manipulé comme ça, je vous assure, j'avais plus du tout peur. Allez, on regarde l'événement et vous allez voir, il y a même un deuxième événement au Sacré-Cœur après. Regardez. Bonjour Paris!
Voilà les sauts diaboliques. Je vous raconte juste une mini anecdote sur le deuxième saut. En fait, c'était impossible d'avoir l'autorisation parce qu'il y avait des carrières sous le Sacré-Cœur. Il y avait des carrières sous le Sacré-Cœur. Et donc, les autorités m'interdisaient de donner l'autorisation parce qu'ils avaient peur que ça s'effondre et je ne pouvais pas faire des tests de sol. Juste pour vous dire comme quoi, avec l'imagination, on trouve tout. L'idée finalement que j'ai eue, c'est d'abaisser la rampe, mettre des lattes de bois qui répartissent le poids sur le même poids que les touristes qui marchent au Sacré-Cœur. Et là, j'avais trouvé l'astuce, donc j'ai dit, bah, voyez, ça ne peut pas s'effondrer puisque ma structure fait le même poids que tous les touristes. Vous voyez, comme quoi, à chaque fois, avec des idées folles, on y arrive. Après, il y a eu d'autres idées. Ah oui, alors, attendez, parce qu'ils ont passé sur les vidéos. Attendez. On va passer, hop. Voilà, après, il y avait d'autres records que j'ai essayé de faire, mais là, je n'ai pas eu l'autorisation. Je voulais sauter de 150 mètres de haut sur le Rockefeller Center, faire un saut à l'élastique, décrocher l'élastique dans l'air, tomber sur une rampe, mais bon, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu les autorisations. Après, il y a eu une petite vie de Bon, de toutes les façons, on va accélérer, je ne vais pas vous montrer tout ça. Mais en gros, voilà, ça c'était l'ancienne vie. Et donc il y a 5 ans en arrière, malheureusement, je me suis une fois de plus cassé la jambe. Et donc j'étais sur mon lit d'hôpital. Et je me suis dit, bon, bah, c'est super, tu as tourné ces différentes pages, mais maintenant il faudrait que tu aies une nouvelle Tour Eiffel en quelque sorte, une nouvelle aventure. Et donc je vais essayer de me lancer dans l'entreprise et je vais écrire une sorte de formule magique. Alors si un jour vous voulez créer une boîte, franchement, notez ces 8 points. Et ces 8 points étaient en quelque sorte l'architecture pour justement créer mon idée. Donc le premier point, je me suis dit, il faut que je me lance dans la plus grande industrie au monde. Parce que on peut être dans les plus grandes industries. Moi, j'étais à chaque fois dans les sports extrêmes et donc finalement, c'était 10 fois plus dur qu'un footballeur ou un tennisman pour sortir mon épingle du jeu. Donc là, le premier point, je me suis dit, je vais choisir les télécoms. Au moins, je suis sûr de ne pas me gourer. Le deuxième point, je me suis dit, il faut arriver à ubériser cette industrie. Alors quand je dis ubériser cette industrie, vous voyez, Uber est le plus grand réseau de taxis au monde, mais ils ne sont pas propriétaires des voitures. Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels au monde, ils ne sont pas propriétaires des murs. Donc je me suis dit, est-ce que je peux créer le plus grand opérateur mobile au monde sans être propriétaire des antennes et quand même les utiliser gratuitement comme fait Uber ou comme fait Airbnb? Le troisième point, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. Si vous inventez quelque chose qui est simplement plus simple pour les gens, normalement, ça va marcher. Donc je me suis dit, mon idée va sûrement se diriger vers les applications parce que les applications améliorent finalement l'expérience utilisateur. Le quatrième point, c'est être propriétaire de sa marque. Ça, quand j'avais eu par exemple l'image de Tony Parker et que j'avais perdu au bout de 3 ans l'image de Tony Parker, j'avais eu un grand trou dans mon chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, pas 2 fois la même erreur, il faut que je crée une marque où j'en sois le propriétaire. Et que cette marque, 5e point, puisse se vendre de la même façon dans tous les pays. Parce que par exemple, Tony Parker se vendait bien en France, mais au Japon, il fallait trouver le Tony Parker japonais, vous voyez. Donc je me suis dit, il faut que je crée une marque qui soit vendable de la même façon partout dans le monde. Le 6e point, c'est la distribution. C'est-à-dire qu'on peut avoir, moi qui ai travaillé en grande distribution, il fallait que j'arrive à convaincre Carrefour en France, Leclerc aux États-Unis, c'était Walmart. Avant de vendre le produit dans tous les pays, c'était un enfer. Donc je me suis dit, il faut que je choisisse une industrie où je peux tout de suite vendre dans tous les pays. C'est pour ça que j'ai choisi les applications, parce que je me dis, les applications, même si on donne 30% à Apple et Google, tout de suite, on le met dans le monde entier. Le 7e point, c'est un produit digital qui puisse se vendre 24 heures sur 24 sans augmenter les charges. Je vous donne un exemple.
Si vous avez des magasins Starbucks, des restaurants Starbucks, si vous voulez vendre des millions de cafés, déjà le restaurant il est ouvert que du lundi au samedi, il n'est pas ouvert le soir et les week-ends. Vous n'allez pas pouvoir vendre des millions de cafés à moins d'ouvrir plein de Starbucks et donc augmenter les salaires, le nombre de salariés, le nombre de charges. Alors que quand on prend un produit digital à la Spotify, ils ont le même nombre d'ingénieurs, ils peuvent le vendre à 5 heures du matin, 1 million de forfaits, ça ne leur change rien. Ils vont toujours avoir le même nombre d'ingénieurs. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je choisisse un produit qui a vraiment une croissance mondiale sans limitation de temps, d'heures et finalement d'équipe ou de charge. Et le 8e point, qui est le plus facile à dire et le plus dur à trouver, c'est clairement il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, j'ai mis ces 8 points et je me suis dit, donc ma nouvelle idée, si elle rentre là-dedans, au moins je serai sur des bonnes bases. Et donc, l'idée que j'ai eue, puisque j'avais choisi Télécom, j'ai appelé ça le Cloud Number. Alors, qu'est-ce que c'est que le Cloud Number? Mon idée, mon analyse, c'était de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud. Nos musiques sont dans le cloud avec Spotify, nos mails sont dans le cloud, nos fichiers avec Dropbox, nos films avec Netflix, tout est dans le cloud, sauf notre 06, notre numéro de mobile, lui, il est coincé dans cette petite carte en plastique. Ce qui est le Moyen-Âge. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on a des téléphones aussi intelligents et que notre 06 est coincé dans la carte SIM en plastique? Donc je vais commencer à rêver, je me suis dit, je vais inventer un système que je vais appeler Cloud Number et je vais mettre les numéros de mobile dans le cloud comme une adresse email. Le problème, c'est quand on est tout seul, sur son lit d'hôpital, qu'on n'y connaît rien, qu'on n'a pas d'argent spécialement de côté, on n'a pas de formation là-dedans, par où on démarre? Alors il m'a fallu 6 mois pour trouver le nom du job du mec qui sait. Je ne savais même pas à qui demander, vous voyez. Demander à des ingénieurs, il me dit, mais des numéros, j'en sais rien, il faut demander à SFR ou Orange. Au bout de 6 mois, j'ai compris que c'était ce qu'on appelle un chef architecte télécom. Donc j'ai réussi à en trouver un. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire si mon idée est faisable? Il m'a dit, oui, c'est 1 500 € par jour. Je lui ai dit, bon, est-ce qu'en 2 jours, 3 jours, c'est possible? Il me dit, OK. Donc il me fait toute une analyse et il me dit, écoute, c'est possible à faire. Soit tu vas voir les très gros Orange, SFR, et la bonne chance, tu es parti pour un tour de grand 8. Soit tu le fabriques toi-même, mais il faut créer un opérateur mobile mondial. Il n'y a qu'un opérateur qui peut le faire. Dans ma tête, je ne peux pas le créer, je suis tout seul, je n'ai pas d'argent, les opérateurs, ça vaut des milliards. Et il me dit, non, avec quelques dizaines de millions d'euros, tu peux arriver à en fabriquer un. Et donc, il me dit, tu peux peut-être signer avec un petit opérateur où tu leur sous-loues la techno au départ. Et donc, je vais voir un petit opérateur français, je leur fais signer un NDA, je leur dis, est-ce que vous pouvez me donner accès aux antennes? Ils m'ont dit, oui, ça va te coûter 150 000 € et à peu près 10 à 20 000 € par mois. Et avec ces 2 éléments, l'espoir de le faire, et cet ingénieur qui me dit que c'est possible, et la société qui me dit, si tu payes, on fabrique la brique, ben, j'ai tout arrêté, je me suis enfermé chez moi, j'ai fait un dossier de présentation, etc. Et j'ai été voir des fonds d'investissement. Alors les fonds m'ont reçu, parce qu'ils se sont dit, bon, bah, il va nous présenter un truc sur les sports extrêmes. Alors déjà, ils me voient arriver en béquille, et je leur dis que je veux créer un opérateur mobile mondial. Alors ils ont explosé de rire, et ils m'ont dit au revoir, vous voyez. Ils ont dit, ils n'ont pas compris comment moi j'arrive à présenter un truc dans les télécoms. Et donc, histoire vraie, je sors de cette réunion, j'ai mon chirurgien qui m'appelle parce que je n'allais pas à la rééducation, qui me dit, qu'est-ce que tu fous, tu ne vas pas à la rééducation? Et je lui parle du projet, et il me dit, ça m'intéresse, je veux investir. Et là, je comprends que finalement, je ne cherche pas au bon endroit et que je devrais demander à mon entourage. Et là, je fais un tour de force, j'arrive à convaincre tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, j'avais un taux de réussite à 98%. Globalement, je convainc mon avocat, mon comptable, mon chirurgien, sa sœur, son beau-frère, mes potes railleurs, tout le monde. Et j'arrive à rassembler comme ça 130 personnes qui me donnent, tenez-vous bien, 10 millions d'euros. Et donc avec 10 millions d'euros, ben, on commence à faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai créé cette application qui s'appelle On-Off qui permet en un clic d'avoir un 2e numéro sur votre portable. Donc disons que vous voulez un numéro pro, un numéro temporaire pour vendre votre voiture sur le bon coin, un numéro même pour faire des rencontres, ou même un numéro américain parce que vous voulez prétendre que vous êtes aux États-Unis, vous travaillez avec les États-Unis. Et ben, en un clic, vous pouvez avoir autant de numéros que vous voulez sur votre portable, puisqu'ils sont dans l'appli, donc dans le cloud. Quand vous n'avez plus de batterie, vous pouvez prendre le téléphone de n'importe qui et en un clic, votre numéro apparaît sur un autre téléphone.
On est déjà les moins chers au monde pour appeler à l'international et on a vraiment inventé du coup des brevets, etc. Donc sans vous parler trop de ça, pour faire un petit résumé aujourd'hui où on en est. Alors, attendez, un petit résumé où on en est. Donc on est aujourd'hui 50 collaborateurs. On a donc levé non pas 10 millions, mais 20 millions. Maintenant, les fonds d'investissement sont rentrés et ils ont accepté de payer 10 fois plus cher que ce que je leur avais proposé au départ. J'ai réussi à devenir ingénieur télécom moi-même en inventant différents brevets. Donc, si quelqu'un veut le fabriquer, finalement, ils ne peuvent plus. On a des licences télécom dans 21 pays. Donc, on sera, fin de l'année prochaine, premier opérateur mobile mondial en termes de nombre de licences. On a bientôt 1 milliard de SMS échangés. On commence à faire un petit peu d'argent puisque le mois dernier, maintenant on est même plus autour des 800, etc. Donc c'est vraiment hyper excitant. Et donc quand je fais le bilan de toute cette histoire, je me dis, j'ai pas spécialement plus de talent que les autres, j'ai simplement une vision de la vie sans barrière. Je crois en mes rêves, j'arrive à être tellement passionné de partager cette passion. Et voyez les proverbes que je vous ai dit au début, finalement, que quand on raconte l'histoire, eh ben, il colle pas mal, puisque 7 fois à terre, 8 fois debout, eh ben, ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup je l'ai fait, parce que tous les gens dans les télécoms se disaient que c'était impossible. Et voilà, et quoi qu'il arrive, même si ça n'avait pas marché, j'aurais tellement appris que je ne perds jamais. Voilà, je vous remercie en tout cas. Alors effectivement, c'est très malin. Je crois que vous avez passionné, tu as passionné toute l'audience. Il y a eu des cœurs même sur Slido. Une question, parce qu'on manque de temps. Quand tu as vécu comme toi à 2000%, est-ce que tu as encore des envies? Ou là, ça y est, t'es calmé? Ah mais non, je ne peux pas être calmé. C'est au contraire. À partir du moment... Et je fais toujours le lien par rapport un peu à mon éducation. C'est-à-dire que le fait que mes parents m'ont permis, en étant jeune, de rêver mes rêves et tout essayer, oui, c'est dans mon ADN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des rêves, j'en ai plein d'autres. Alors ça, je les vois comme des pages qui tournent, mais j'en ai plein d'autres qui sont dans le tiroir, qui attendent d'être sortis. Je vous en donne un. Par exemple, je m'étais enfermé pendant 1 an et demi à écrire un long métrage. J'avais essayé de monter à Hollywood, mais c'était compliqué, film à 50 millions d'euros, etc. Donc j'espère que je le ferai un jour. J'aimerais créer une école pour les enfants, j'aimerais aller dans l'espace, etc. Donc encore plein de rêves. Plein de rêves. En tout cas, tu nous as fait rêver aussi. Donc merci beaucoup. Merci. Bon, désolé, pas plus de questions parce que ça a pris du temps, mais j'espère que ça vous a plu en tout cas. C'était génial. Merci beaucoup, Taïk. Merci.